Bonjour encore une fois à Micro-Info. Cette semaine, on aura plusieurs sujets à traiter, dont la capsule jeu de François qui viendra nous parler de son palmarès, avec la démonstration de quelques-uns de ces jeux qui figurent parmi ce palmarès-là. On aura une capsule multimédia dans laquelle on traitera des CD-ROM, des imprimantes couleurs. Justement, par rapport à ce qui concerne les CD-ROM, je voudrais vous montrer un petit gadget, une petite boîte de rangement qui permet un peu de protéger vos CD-ROM. Évidemment, lorsque vous recevez un CD, que ce soit un logiciel ou un CD de musique, ça vient toujours dans une petite case de protection, sauf que l'accumulation de ces cases-là devient un peu un problème. Alors, ils vendent sur le marché une boîte de rangement qui permet de sélectionner de un des 40 CD-ROM qui sont dans ma boîte, et je peux, lorsque je sélectionne le CD qui m'intéresse, ouvrir ma boîte et avoir le CD-ROM que j'ai sélectionné d'accessible directement. Là, je peux refermer ma boîte, inscrire sur le dessus de ma boîte les titres des CD qui correspondent au numéro de rangement, refermer le couvercle et repartir avec ma boîte. Un des avantages, c'est que, entre autres, au niveau de la poussière ou des égratignures, ça protège nos CD qui peuvent durer beaucoup plus longtemps à ce moment-là. J'ai d'ailleurs une petite question pour vous qui concerne les CD-ROM. C'est une question qui a été posée par un des téléspectateurs sur notre ligne Internet. Et la question est la suivante. Quel côté d'un CD-ROM est-ce qu'on devait protéger? Est-ce que c'est le côté où est-ce qu'il y a la publicité du disque ou du commerçant? Ou est-ce que c'est le côté miroir qui est alentour où normalement on a plusieurs reflets de couleurs? On vous reviendra avec la réponse un petit peu plus tard. Claude, on a une autre question qui nous a été posée sur le réseau qui concerne les polices, les drivers qu'on dit en anglais, donc les choses qu'on doit rajouter à notre ordinateur. Il y a un client, il y a une personne sur l'autoroute électronique qui nous a posé la question, il y a un problème avec son ordinateur depuis qu'il a installé son Windows 95, il n'est plus capable d'utiliser son scanner, son digitaliseur d'images. Quelle pourrait être la cause de son problème? Bien, voici, Patrick, quand Microsoft a développé Windows 95, ils ont fait à peu près le tour de tous les périphériques qu'ils connaissaient sur le marché et ils ont inclus avec Windows 95 la plupart des pilotes. Il peut arriver cependant qu'ils en aient oublié. À ce moment-là, un simple contact avec le manufacturier de votre périphérique et vous serez en mesure d'obtenir du manufacturier du périphérique le bon pilote pour Windows 95. Ces pilotes-là peuvent d'ailleurs souvent être disponibles par le via de l'autoroute électronique parce que souvent les compagnies ont des adresses Internet à laquelle on peut communiquer et aller chercher ces pilotes-là si elles sont disponibles. Exactement. Dans le cas du téléspectateur, si je me souviens bien, c'était Epson, la compagnie. Sûrement qu'Epson a sur Internet une voie pour obtenir ces pilotes-là. Ça sera peut-être une raison supplémentaire aux gens de se brancher sur ce fameux autoroute-là. Évidemment, ça demande un ordinateur avec un modem. On a un autre petit gadget à vous montrer cette semaine. C'est quelque chose qui est sorti récemment. Vous avez tous entendu parler de l'émission télévisée La Petite Vie. La Petite Vie a donné l'autorisation à une compagnie de faire ce qu'on appelle un screen blanker, un économiseur d'écran, qui porte le nom de La Petite Vie. C'est une compagnie de Montréal, une compagnie de la région, évidemment, qui a fait ça. Je voudrais peut-être prendre quelques instants pour vous montrer un peu quelles sont les options qui sont comprises dans ce petit économiseur d'écran. Avant peut-être de continuer, Claude, c'est quoi vite vite un économiseur d'écran? C'est tout simplement un programme qui permet à l'écran, comme on le dit, de s'économiser. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas des messages ou des photons, si tu veux, sur l'écran, toujours au même endroit et de la même couleur pour éviter l'usure de l'écran. C'est quelque chose qui est quand même assez important parce qu'on se laisse un écran d'ordinateur ouvert à longue période, ça vient qu'à briser le phosphore et c'est brisé pour toujours. Exact. On regarde sur mon écran, ce qu'on a présentement ici, c'est la première page de notre économiseur d'écran. C'est Papa qui s'en va chercher ses vidanges. En fait, c'est le dessin, c'est l'animation qu'ils ont bien voulu laisser à l'écran. On en a d'autres qui peuvent apparaître. Ici, on est dans le Windows 95. Dans la configuration des écrans de veille, je peux choisir celui qui concerne La Petite Vie et le personnaliser. Alors, je vais dans les paramètres. J'ai ici le panneau de configuration de La Petite Vie. On a une liste des animations qui sont possibles. Alors, je m'en vais en chercher tout de suite une autre. Qu'est-ce qu'on a? Papa et maman dans le lit. Il y a évidemment quelque chose qui se produira avec cette séquence-là. Papa qui bricole sa cabane à oiseaux. Le puzzle, photo, papa et maman. Alors, on revient ici à la cabane à oiseaux. On demande, on l'accepte et on va en chercher un aperçu.
Alors, on va voir ce que ça donne, cet économiseur d'écran-là. Quand l'ordinateur démarre, lorsqu'on ne travaille pas avec notre ordinateur, on voit apparaître une animation. C'est Papa qui travaille sur sa fameuse cabane à oiseaux. Puis là, évidemment, lorsqu'on retouche à la souris, notre économiseur d'écran disparaît et on peut continuer à travailler. Justement, on prend une petite pause puis on vous revient tout à l'heure avec la suite de l'émission. C'est maintenant l'heure de la capsule jeu avec François qui va nous parler cette semaine de son top 10 avec la démonstration de quelques-uns des jeux qui font partie de ce top 10-là. Puis je pense même qu'on va avoir, François, un aperçu d'un jeu qui va sortir très bientôt. C'est quoi ce jeu-là précisément? Oui, on va voir après le palmarès Stone Keep, un jeu que ça fait 3 ans qu'il travaille dessus et que j'ai un démo interactif à vous montrer. Est-ce que c'est un démo qui devrait normalement ressembler pas mal à la version finale? Oui. Good, on va regarder ça tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on regarde? Est-ce que tu aimes mieux qu'on regarde le top 10 tout de suite? Bien, regardons le palmarès d'ailleurs tout de suite. Vous allez remarquer, si on le voit, que les 2 premières positions n'ont pas changé cette semaine. Command & Conquer et NHL 96 sont toujours les 2 jeux les plus populaires. D'accord. Cette semaine, on va montrer les jeux qui sont en position 3, 4 et 5, c'est-à-dire Fade to Black, Need for Speed et Magic Carpet 2, qui sont des jeux là, vraiment qui méritent notre conciliateur de cette semaine. Qui faisaient d'ailleurs partie du top 10 dans les dernières semaines, mais qui ont monté. Une certaine escalade. Je ne sais pas s'ils vont se rendre jusqu'au sommet, on verra ça la semaine prochaine. Mais je pense que ça a pas mal d'allure. Lequel est-ce qu'on va regarder en premier? On va d'abord regarder Fade to Black. Oui. C'est un jeu d'aventure du style un peu comme Doom. On voit d'ailleurs à l'écran là que c'est... Bon, il y a du combat beaucoup, mais c'est aussi le côté aventure, c'est-à-dire il y a des puzzles, des énigmes à résoudre. On doit éviter des pièges, on voit des mines à terre. Puis il y a plusieurs niveaux, il y a des monstres souvent qui vont courir après. C'est quand même un jeu d'action. Ce que je voyais là présentement, le monstre en 3 dimensions, c'est ce que c'est à l'intérieur du jeu ou c'était seulement à l'introduction? Ça, c'est une séquence précalculée à l'intérieur du jeu. Parce que le jeu en tant que tel, c'est ça ce qu'on voit présentement. On contrôle Conrad, qui est le personnage principal. Oui. D'ailleurs, c'est la suite de Flashback, un jeu qui est sorti il y a 3 ans. C'est Flashback 2, si on veut. Et c'est un jeu d'aventure qu'on peut voir. OK. Le second jeu qu'on va regarder, qui fait partie du top 10, comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est Need for Speed. Need for Speed, c'est un jeu d'auto de course plus classique, avec plusieurs véhicules qu'on peut contrôler, de Porsche à Ferrari, etc. C'est ceux qui ont fait Test Drive dans le temps. Test Drive, c'était très populaire, ce Commodore 64. Oh, les fameux jeux de Commodore 64. Oui, très populaire là-dessus. Et puis Need for Speed, c'est quand même là, vraiment très réaliste. Là, on voit une séquence de l'introduction. Le jeu, ça ressemble pas à ça exactement. C'est quand même là, très évolué, là, ça, ici. Le jeu, c'est plus simpliste, mais ça demeure quand même tout aussi bien. C'est les véhicules qui sont là, j'imagine que c'est les véhicules qui sont utilisés dans le jeu. Oui. Ferrari... Testarossa, Lotus. Le jeu en tant que tel, bon, c'est ce qu'on va voir là ici. Là. Oui. C'est quand même proche de ce qu'on peut voir à l'arcade. Il y a beaucoup de jeux, il y a Daytona USA à l'arcade, qui sont des jeux très populaires, mais bon, sur PC, on commence à se rapprocher de ce qu'on peut avoir à l'arcade. La vitesse de déroulement est quand même assez agréable. Si je regarde un peu, c'est quand même assez réaliste. Le jeu est en VGA et en Super VGA, mais pour rouler en Super VGA, ce qu'on voit présentement, ça prend un Pentium absolument. Oh. Parce qu'en VGA, là, minimum, c'est un 486 DX2 66 pour bien rouler avec 8 grammes. Il y a plusieurs pistes, etc. Bon, un jeu de course, on sait ce que c'est. Hein. Il va y avoir plusieurs options de course, etc. Est-ce que le prix du jeu est excessif ou c'est d'après toi? Non, tous ces jeux-là se tiennent autour de 70 $ environ. OK. Dans la dernière minute qu'on veut allouer pour ces tests de jeu, qu'est-ce qu'on teste maintenant? Ça va être... Magic Carpet 2. C'est la suite du jeu qui Aladdin ou quoi, ça? Hein? C'est-tu Aladdin? Ça ressemble un peu à Aladdin, on va voir ça tout à l'heure. Magic Carpet, c'est un jeu qui est sorti en 94 et moi, personnellement, c'était mon jeu préféré en 94 parce qu'il était particulièrement innovateur. Bon, on a vu beaucoup de jeux qui utilisent l'interface de Doom, qui était une interface 3D, mais celle-là est vraiment, il l'utilise, bon, il est sur un tapis volant, c'est pas très commun, et il y a un côté stratégie, c'est extrêmement rapide comme jeu. D'ailleurs, l'avantage du Magic Carpet 2 par rapport au premier, c'est qu'ils ont optimisé la routine du jeu environ 75% plus rapide. Les graphiques ont l'air quand même assez bons. Oui, c'est la 3D, on vole vraiment et on a vraiment, c'est stratégique. On doit conquérir des fois des territoires, comme là, il est en train d'essayer de les détruire aussi là, des ennemis. C'est un jeu de stratégie et d'action en même temps. OK, ça donne une bonne idée. Je trouve qu'en tout cas, au moins, les jeux avancent et deviennent de plus en plus intéressants. Puis je pense que c'est pas fini. On risque d'en voir apparaître des encore plus capotants, comme on peut dire.
Le prochain jeu qu'on veut tester en temps réel ici, parce que ceux qu'on vous a présentés, c'était des séquences déjà préenregistrées. Si je me souviens bien, c'est Stone Key qu'on a parlé tout à l'heure. Oui. Résume-moi en gros. Stone Keep, ça fait exactement 3 ans qu'il travaille sur ce projet-là. C'est un jeu du style Donjon Dragon. C'est-à-dire qu'on a un personnage principal, un aventurier, qui a des quêtes, qui doit aller chercher des trésors. Il doit aussi sauver le royaume parce que on est le personnage principal qui a vu son château s'écrouler avec toute sa famille, etc. Est-ce que c'est du principe Ultima? C'est dans le genre Ultima, c'est plus aussi dans le genre qu'on a vu les Eye of the Beholder puis les Lands of Lore. C'est plus dans ce genre-là. Avec un genre de labyrinthe à l'intérieur duquel tu vas te promener et faire... Une vue de première perspective, c'est-à-dire qu'on voit en 360 degrés qu'est-ce qui se passe. Combien tu le compares avec Eyes of the Beholder qu'on a vu? C'est nettement supérieur comme interface jusqu'à présent. C'est très, très beau graphiquement aussi, là. C'est plus raffiné. Ça fait quand même 3 ans qu'il travaille dessus, là. Oui. François, parle-nous donc un peu de l'interface du jeu qu'on voit présentement à l'écran. L'interface est très simple. Bon, avec la souris, c'est ce qu'on appelle du point and click, c'est-à-dire pointer et cliquer. Ça, c'est le curseur que j'ai ici, que je peux déplacer si je veux frapper ou des fois prendre un objet. Oui. Là, ici, j'avais l'inventaire des objets que je transporte. OK. Ça, c'est moi, le personnage ici. Il y a un petit zoom. Là, je vais y mettre une cotte de maille pour pouvoir, où je suis en cuir. Mieux te protéger. Mieux me protéger contre les monstres. Ça, c'est des racines pour pouvoir se guérir. Alors, on va les manger. Ouais, c'est très simple. Quand Le déplacement, comment ça on fonctionne? déplace avec les flèches. C'est un scrolling là, très, très smooth. Ce qu'on voit dans le fond, c'est une porte? Ça, c'est une porte. Je fais juste rentrer dedans et elle ouvre. On voit qu'il y a un monstre qui m'attend. Alors, je vais me préparer à combattre l'ennemi. Ah, il y a du sang vert. C'est un gobelin. Penses-tu avoir de chance de le vaincre ou bien... Ah oui. Sinon, je crois que ma réputation va en prendre un coup. J'espère au moins que ton combat va t'avoir apporté quelque chose. Bien sûr, dans ce temps-là, on voit qu'il y a un trésor. Je le ramasse avec la main. Il y a ici, c'est quoi ça? C'est encore une racine. On va la manger. On peut avoir aussi des fois une tête de mort. On peut avoir une épée. Et là, on vient de trouver une pièce d'or, très pratique. Et je suis certain qu'il devrait y avoir d'habitude des clés. Une épée, on va pouvoir la mettre à notre personnage qui va probablement mieux se défendre maintenant. Ouais, OK. Est-ce nécessaire de tout ramasser ce qu'il y a là ou ben... Non, mais là, j'ai pris une clé, ce qui va me permettre d'ouvrir des portes. C'est très pratique. OK. C'est le style labyrinthe. On se déplace. Il y a beaucoup de donjons. On va avoir dans la version finale ce qu'on appelle une carte automatique, ce qui va être très pratique parce que des fois, on s'y perd dans ces jeux-là. C'est très grand. À combien tu peux évaluer ça peut prendre de temps pour passer à travers un jeu comme ça, tout en continuant? Des jeux de rôle, normalement, c'est pas en bas de 40 à 60 heures. Là. Quand il est bien conçu... Ça, c'est pour ceux qui se connaissent. Moi, j'ai joué, puis je veux dire, ça m'a pris beaucoup plus que 40 heures quand je passe à travers des jeux. 40 heures, pour ceux qui se connaissent, là, c'est très, très raisonnable. Là. Mais les pros, là, ils peuvent même passer 20 heures. On voit que je vais utiliser la clé ici pour débarrer la porte. OK. Quelle porte? La porte qui est là, qui était barrée. Alors, je peux rentrer une nouvelle pièce, il y a des barils. Bon, je vais essayer de les ouvrir. Bonne vieille méthode. Ah, il y a un bouclier. Ça pourrait peut-être servir. Très utile. En 30 secondes. Oui, la dague, on va la mettre là. Alors, comme je te dis, le jeu sort d'ici le 8 novembre. Ça va être à surveiller. Et il va quand même avoir un compétiteur à ce jeu-là qui va être Lands of Lore 2, qui va sortir simultanément, et lui va être en français. Alors, la bataille risque d'être chaude entre les deux. Quels sont les autres jeux qu'on peut peut-être surveiller aussi pour les journées, semaines à venir qui peuvent être intéressants? D'ici le temps des fêtes, on va voir Rebel Assault 2 qui va sortir bientôt. C'est-tu ça avec les affaires de Star Wars? Oui. On va voir avec des graphiques presque comme 3 dimensions qui ont été utilisés. Très excellent comme jeu, là, supposément. Là. Ça doit être un des gros jeux pour Noël. Là. Mais je te remercie beaucoup, François, encore une fois. Alors, on va essayer de se réserver un petit peu de temps pour se divertir avec notre ordinateur, mais on va aussi penser à des choses un petit peu plus sérieuses. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans la prochaine capsule. Alors, je vous remercie. On vous a parlé tout à l'heure d'une question concernant le côté d'un CD, d'un disque CD-ROM à protéger. Il y a normalement deux côtés d'un côté où est-ce qu'il y a les écritures de compagnie et l'autre côté où sont ce qu'on pense être les données. On vous avait demandé quel est le côté qu'il faut vraiment protéger et ne pas briser. Claude, quelle est la réponse à cette question? C'est surprenant, Patrick. J'ai appelé plusieurs manufacturiers de CD-ROM pour avoir la réponse. Et la réponse est double.
Il y a deux types de CD-ROM. Il y a le type qu'on achète normalement dans tous les magasins, qui est les types de production. Okay? Celui-là, curieusement, j'aimerais qu'on montre l'autre au début. Celui-là, c'est un CD-ROM maître. C'est le premier, c'est sur celui-là que l'on grave l'information en premier. L'information sur ce CD-ROM-là, on peut voir ici le changement de couleur. La petite bande d'environ 1 cm qui est pas à l'intérieur du disque? Exact. C'est là que l'information est gravée sur ce CD-ROM-là et elle est gravée en dessous. Le restant, c'est quoi? Le restant, c'est de la place pour continuer à graver. Là, on peut graver jusqu'à 74 minutes de son ou 650 mégaoctets d'informations là-dessus, dépendamment si c'est du son ou des datas. Si j'en juge par l'espace qu'il y a de gravé, on a environ 1/5 du disque l'utiliser présentement. Une centaine de meg. Ah. Et il faut cependant un lecteur spécialisé pour pouvoir écrire sur des CD-ROM comme ça. On n'a pas... Pour écrire sur un CD-ROM, ça prend un appareil spécialisé, bien sûr. Alors, comme je disais tantôt, l'information sur ce CD-ROM-là, elle est en dessous du CD-ROM. Si tu regardes le dessus, oui, il y a toujours de la publicité d'imprimé. Alors, si on regarde un CD-ROM commercial maintenant, qui est l'autre, oui, on peut voir que la couleur est différente. Celui-là, on peut voir qu'il est plein. Ça, c'est le côté qu'on... Ça, c'est le côté qu'on lit l'information. Parce que si tu regardes de l'autre côté, on voit qu'il y a de la publicité d'imprimé dessus. Oui. Donc, c'est impossible de lire de ce côté-là. On lit en dessous. Mais l'information sur ce CD-ROM-là n'est pas en dessous, elle est sur le dessus. Alors, ce que le manufacturier fait, il prend la lecture de celui-là, l'imprime sur un CD-ROM comme ça, et par-dessus met une couche d'aluminium, c'est ce qui donne la couleur qu'on voit, qui est une couleur quasiment argent, et 2 couches de vernis, puis par-dessus la publicité. Alors, si on égratigne ce côté-là, on égratigne l'information. Si on égratigne en dessous, c'est simplement une couche de plastique qui, elle, ne sert pas pour lire. Donc, il n'y a pas de danger d'égratigner en dessous, mais sur le dessus pour la production. En fait, si on graphine en dessous, c'est qu'on peut avoir de la misère à positionner la tête de lecture et on pourrait à la limite le repolir pour en permettre à la tête de lecture d'y aller. Mais si j'ai bien compris, c'est que les informations sont comme imprimées du dessus et plus proches du dessus, même parce qu'il y a quand même une petite couche protectrice sur le dessus. Il y a 2 couches de vernis. Mais si on graphine sur le dessus, on va perdre les données. Final. Je te remercie beaucoup. J'espère que ça vous donne une meilleure idée. En fait, je pense qu'on devrait plutôt protéger les deux côtés. Fait comme ça, on est sûr de ne pas se faire avoir. Parlant justement de CD-ROM, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle les photos CD. C'est quelque chose qui est maintenant disponible en format informatique pour faire développer vos films 35 mm que vous prenez à la maison. Vous pouvez aller dans la majorité des endroits où on peut faire développer des photos avec votre film à développer et leur demander de faire développer ça sur un CD-ROM, sur un disque CD. Ça va vous coûter environ une dizaine de dollars pour votre disque lui-même, sur lequel vous pourrez faire développer 100 photos. Le coût du développement est d'environ une quinzaine de dollars par développement de 24 poses. L'avantage de faire ça sur un CD plutôt que de le faire sur du papier photo traditionnel, c'est que les photos peuvent être directement lues par l'ordinateur dans un programme. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous en donner un petit exemple. Sur le CD-ROM que j'ai présentement ici, il y a des photos qui ont été développées. Puis d'ailleurs, quand vous allez faire développer et que vous revenez avec votre CD-ROM, vous voyez d'imprimer par le commerçant la liste de vos photos en petite icône. J'insère ce disque-là dans mon ordinateur. J'utilise un logiciel ayant évidemment un lecteur de CD dans mon ordinateur, j'utilise un logiciel de traitement de texte ou même un logiciel de dessin et je peux incorporer ces photos-là à l'intérieur de mon disque. Ce que je vais faire, je vais aller chercher ici mon programme de dessin ou mon programme de traitement de texte. Je vais aller chercher un fichier. Alors, j'ai ici Microsoft Word. Je vais aller insérer une image supplémentaire. Je vais aller sur mon disque, mon lecteur laser. J'ai la liste de mes photos. Je vais choisir la photo numéro 4. Et je vais demander à l'ordinateur de l'insérer dans mon ordinateur. Il est en train de la lire, l'image va apparaître et je peux maintenant placer ma photo à l'endroit où je le veux. Je peux même la changer de dimension dans mon texte. Alors, je vais prendre ma photo puis je vais la redimensionner à la grosseur que je veux. Et je n'ai pas besoin d'outils supplémentaires pour digitaliser ma photo. Un usage de ça, par exemple, moi, je vais faire un travail sur les oiseaux, je m'en vais dans la nature, je prends mon appareil, je prends quelques photos intéressantes, j'insère ça dans mon traitement de texte, je rajoute les commentaires, les textes qui m'intéressent alentour de mon image et je réimprime ça sur papier.
Et évidemment, avec une imprimante couleur, on en obtient un résultat qui est encore plus intéressant. Fait que c'est quelque chose que je peux vous recommander si vous avez un ordinateur. Équipez-vous d'un lecteur CD-ROM, ça ne coûte pas tellement cher. Pour quelques centaines de dollars, on peut s'insérer un lecteur CD-ROM. Assurez-vous qu'il est compatible photo-CD et allez faire développer maintenant vos photos en demandant de faire développer ça sur CD. Fait que justement, on pourrait peut-être vous donner un petit exemple en poursuivant avec la question des imprimantes couleurs. On va faire une petite démonstration de ce qu'on peut faire au niveau de l'impression. Quelle est la qualité d'impression qu'on peut obtenir avec une imprimante couleur. Je vous remercie. On vous a parlé tout à l'heure de la possibilité d'imprimer nos images qu'on fait développer d'un photo-CD sur une imprimante couleur de préférence. On a pris la peine d'aller en chercher une qu'on a avec nous aujourd'hui. C'est le modèle, une imprimante de la famille Epson. C'est une imprimante à jet d'encre qui coûte en bas de 1000 $. En fait, il y a plusieurs modèles. On y reviendra tout à l'heure pour vous différencier un peu ces différents modèles-là. Puis ce que ça fait, cette imprimante-là, c'est que on prend notre photo-CD qu'on a fait développer, on insère le photo-CD dans l'ordinateur, on prend un traitement de texte, on prend nos images et on les imprime. Une fois imprimée, notre image pourra donner quelque chose qui ressemble à de la qualité que vous pouvez avoir présentement ici. C'est une photo ou un dessin plutôt qui a été imprimé sur une de ces imprimantes couleurs-là. On voit que la qualité, en fait, c'était peut-être un peu difficile de le voir à l'écran, mais la qualité d'impression ne sera jamais aussi bonne qu'une vraie photo sur du papier photo. On voit d'ailleurs du grain ici à l'intérieur des couleurs. C'est normal parce que c'est quand même imprimé sur du papier. Mais on verra tout à l'heure qu'il est possible d'avoir quand même une qualité assez intéressante. Juste pour vous parler un peu plus du fonctionnement des imprimantes couleurs, le modèle qu'on a ici fonctionne à cartouche. Et c'est une cartouche qui contient soit du noir ou soit les couleurs de base. Ces cartouches-là sont insérées dans un réceptacle qui permet de mettre, dans ce cas-ci, soit le noir ou soit les couleurs. Ces exemples de cartouches-là, on les a. Ce sont des cartouches qu'on peut acheter séparément. Combien, bonjour François, combien peuvent coûter ces genres de cartouches? J'ai ici une plus grosse. Les cartouches de couleur, c'est en bas de 50 $ et les cartouches noires, c'est environ 30 $. La noire est celle qui est plus petite, mais comme il y a seulement que du noir, on peut normalement faire plus de pages qu'avec une cartouche couleur. Oui, avec du noir, on peut faire en moyenne 500 pages. Et avec les couleurs, c'est plus dans 250-300 pages. Mais pas des pages avec plein de couleurs à la grandeur de la page, comme dans ce cas-ci. C'est certain que si on fait tout le temps des pages pleines comme ça, c'est en bas de 100 pages facilement. Quand on parle de 250 pages, on parle d'une couverture d'environ 15 à 25 %. Au niveau de Epson, je crois qu'ils ont des modèles d'imprimantes qui ont la possibilité de mettre et la cartouche noire et la cartouche couleur à l'intérieur de l'imprimante sans qu'on soit obligé de changer. Oui, la Epson Stylus 2S qu'on a ici, c'est le modèle qui nous permet d'avoir qu'une cartouche à la fois. Mais il y a la Epson Stylus 2 qui, elle, permet d'avoir les deux cartouches. La différence vraiment entre les deux, c'est le prix. La Stylus 2S est autour de 450 $, tandis que la Stylus 2 est autour de 650 $. Alors, il y a quand même une bonne différence, là. Oh. Puis ils ont un modèle aussi un petit peu plus de qualité encore, mais qui coûte. Il y a un modèle beaucoup plus professionnel qui est la Epson Stylus Pro XL. Elle permet de faire du 11 par 17 avec une résolution quand même de 720 dpi, des dots per inch, c'est-à-dire des points par pouce. Oui. Ça, c'est professionnel et c'est quand même autour de 2400 $. Puis la résolution de cette imprimante-là actuellement ici, qui est le modèle 2S, c'est? C'est du 720 dpi. Mais on ne peut pas imprimer sur du grand papier? Non, c'est 8,5 par 11 ou 8,5 par 14. Au niveau du choix du papier, il y a des différences. Lorsqu'on utilise une imprimante couleur, généralement, avec une imprimante, on peut obtenir des qualités différentes dépendamment du papier qu'on choisit. Si j'imprime sur du papier de type normal, on peut avoir quelque chose quand même qui est de très bonne qualité. Quelle est la différence? Quel est l'avantage d'utiliser un papier spécialisé? Bon, le papier qu'on utilise habituellement, c'est du papier qu'on appelle 30M ou 40M. C'est le papier à photocopieur ou à imprimante. C'est du papier quand même qui absorbe bien l'encre, mais si on a un papier de meilleure qualité, plus spongieux, du papier comme ça qu'on voit ici, là, ça donne quand même... Les couleurs ressortent mieux et c'est vraiment... c'est pas extrêmement dispendieux du papier comme ça. Ça coûte peut-être 30 $ pour 150-200 pages. Mais ça vaut la peine là, quand on a des présentations à faire, des travaux, etc. Combien on peut estimer le coût d'une page imprimée? Soit j'ai fait comme cette photo-là provient d'un photo-CD, j'ai imprimé cette photo-là sur du papier. Je peux-tu donner une idée de grandeur? Combien ça me coûte pour imprimer une image comme celle-là?
C'est entre 5 et 15 cents environ Par page. par page. Puis si j'imprime en noir et blanc, à ce moment-là, mon coût va C'est encore diminuer plus. parce que je peux me contenter du papier ordinaire. C'est ça. On voit pour la différence au niveau de la couleur d'impression, c'est que l'image qui est sur du papier spécialisé, les couleurs ressortent beaucoup plus. Comme par exemple, celle qui est ici a un rouge qui est beaucoup plus clair comparativement à l'autre image qui a un rouge qui est beaucoup moins clair. La différence est assez visible, je le crois. Quelles sont les autres compagnies qui font des imprimantes couleurs qui peuvent valoir la peine d'être achetées ou utilisées d'après toi? Il y a Brodeur qui fait des bons modèles. Il y a aussi HP. C'est quand même là, il y a diverses gammes, mais actuellement, c'est qu'on est dans une période de transition. Les imprimantes à jet d'encre, qui étaient comme, mettons, il y avait Canon qui faisait beaucoup de bons modèles. Là, leurs modèles de base, qui étaient seulement en noir et blanc, ont été discontinués. Et là, on devrait voir paraître un peu des nouveaux modèles de Canon, de Brodeur, etc. Je te remercie beaucoup, François. Alors, j'espère que ça vous a donné une meilleure idée de ce qui est possible de faire au niveau de l'impression. Alors, peut-être que vous irez faire développer à l'avenir vos photos sur photo CD et que vous les imprimerez avec votre ordinateur sur des papiers d'imprimante. Merci beaucoup. C'est déjà la fin pour aujourd'hui. On a eu l'occasion aujourd'hui de regarder au niveau du multimédia qu'est-ce qu'il est possible de faire au niveau des développements de photos sur photo CD et l'impression de ces images ou documents-là sur imprimante à jet d'encre, des imprimantes couleurs. Claude, qu'est-ce qu'on aura l'occasion de voir ensemble la semaine prochaine au cours de l'émission? La semaine prochaine, on va reprendre la démonstration de télécopie, ou si tu veux, de fax modem répondeur, qu'on devait faire cette semaine, puis le temps nous a manqué. On va aussi avoir en entrevue M. Paul Naud de la compagnie IBM. Qu'est-ce que vous allez regarder avec M. Naud au niveau des produits d'IBM? On va certainement parler des fameux PowerPC qui sont en train d'être mis sur le marché et où s'en va OS2, bien sûr. Je vous rappelle qu'au niveau de l'émission comme telle, il vous est possible de nous faire part de vos commentaires. Deux façons de le faire, soit que vous le fassiez avec votre ordinateur, avec l'adresse Internet qui apparaît présentement en bas de l'écran, ou que vous le fassiez à l'adresse postale de Télémag 24. Le type de commentaire que vous nous pouvez nous faire parvenir, c'est ce que vous avez peut-être trouvé de bon ou de moins bon dans l'émission, ou tout simplement les sujets que vous aimeriez qu'on traite aux prochaines émissions. Et aussi, vous pourriez peut-être nous faire part de vos questions que vous avez par rapport à votre configuration d'ordinateur que vous avez à la maison ou au bureau, que ce soit au niveau de PC, Macintosh ou toutes autres formes d'ordinateur. Il ne faudrait pas oublier, Patrick, aussi de mentionner la marque et le modèle des appareils ou des périphériques. C'est très important pour nos recherchistes. Oui, parce qu'un trouble qui apparaît sur un tel modèle d'ordinateur peut être totalement différent dépendamment du modèle que vous aurez utilisé. Je vous rappelle que l'émission Micro-Info est en première diffusion le vendredi à 20h et en rediffusion pratiquement à toutes les journées de la semaine à des heures qui peuvent varier. Alors, on vous donne après l'émission le tableau des heures et on vous invite à être là à la prochaine diffusion. Merci beaucoup. Au niveau des souris. François, qu'est-ce qu'on a ici maintenant qu'on pourrait tester? Qu'est-ce qu'on a apporté ce soir?